Ce que le silence dit. Je sentis une odeur de vinaigre. J'ouvris les yeux. Il faisait aussi sombre que si c'était le soir. J'étais dans une grotte qui n'était pas la mienne. Je sentis également une odeur de fumée. J'étais allongé sur une natte et recouvert d'un drap jusqu'au menton. Je voulus m'asseoir pour regarder autour de moi, mais je ne pus bouger. Je ne pouvais rien bouger à part les yeux. Je n'étais pas devenu insensible cependant. Des douleurs fulgurantes me transperçaient la peau, comme si j'avais été ébouillanté. J'essayai d'appeler, mais je pus tout juste émettre un murmure. Alors je me souvins de la méduse. Tout me revint en mémoire. Le vieil homme se penchait sur moi à présent, sa main sur mon front. « Toi mieux maintenant, » me dit-il. « Mon nom, Kensuke. » Je voulus lui demander des nouvelles de Stella. Elle me répondit d'elle-même, en fourrant le bout de son museau froid dans mon oreille. Je ne sais combien de jours je suis resté là, entre veille et sommeil. Tout ce que je sais, c'est qu'à chaque fois que je me réveillais, Kensuke était assis à côté de moi. Il ne parlait presque jamais, et moi-même je ne pouvais parler. Mais le silence entre nous en disait bien plus que les mots. Mon ennemi d'hier était devenu mon sauveur. Il me soulevait la tête pour verser du jus de fruits ou du bouillon chaud dans ma gorge. Il me faisait des compresses d'eau fraîche, et quand la douleur était si terrible que je criais, il me tenait la main et me chantait doucement quelque chose, jusqu'à ce que je me rendorme. Il me ramena tendrement à la vie. Chaque jour à présent, je voyais un peu mieux où je me trouvais. Comparé à ma grotte sur la plage, celle-ci était grande. En dehors de la roche voûtée qui servait de toit, on aurait difficilement cru que c'était une grotte. On aurait plutôt dit une maison, sans cloison, qu'une caverne. Cuisine, salon, bureau, chambre, tout était réuni dans le même espace. Le vieil homme faisait la cuisine sur un petit feu qui fumait sans arrêt au fond de la grotte. La fumée s'échappait par une petite fente de la voûte, et c'était probablement cette fumée qui empêchait les moustiques de me harceler. Je voyais l'éclat métallique de casseroles et de poêles rangés sur une étagère en bois, près de mon lit. Il y avait d'autres étagères sur lesquelles s'alignaient des dizaines de boîtes et de pots de toutes les formes, et derrière d'innombrables bouquets d'herbes et de fleurs séchées. La maison caverne ne contenait pas beaucoup de meubles. Près de l'entrée de la grotte, il y avait une table basse en bois. C'est là que Kensuke gardait ses pinceaux, ainsi que plusieurs pots, bouteilles et même soucoupes. Kensuke passait plusieurs heures par jour à peindre, agenouillé devant la table. Il peignait sur de grands coquillages, mais, à ma grande déception, il ne me montrait jamais ce qu'il avait fait. Il semblait d'ailleurs peu satisfait de son travail, car dès qu'il avait fini, il lavait presque toujours ce qu'il avait peint et recommençait. À l'intérieur de la caverne, il portait une sorte de robe portefeuille. Je sus plus tard que c'était un kimono. Il tenait la grotte impeccablement propre et la balayait au moins une fois par jour. Il avait mis une grande bassine d'eau juste à l'entrée. Chaque fois qu'il franchissait le seuil, il se lavait et s'essuyait les pieds avant de marcher à l'intérieur. Quand je commençais à aller mieux, Kensuke s'absenta de plus en plus souvent, me laissant seul dans sa caverne. Il revenait au bout d'un moment, rapportant du poisson, parfois des fruits, des noix de coco ou des herbes, qu'il venait me montrer fièrement. Les orang-outans l'accompagnaient parfois, mais seulement jusqu'à l'entrée de la caverne. Ils jetaient des coups d'œil à l'intérieur pour me voir. Parfois,
Les jeunes essayaient de s'aventurer dans la caverne, mais il suffisait à Kensuke de taper dans ses mains pour qu'il se sauve aussitôt. Les premiers jours que je passais dans la maison caverne, j'aurais tellement voulu pouvoir parler avec Kensuke. Il y avait des milliers de choses que j'aurais voulu savoir. Mais j'avais toujours beaucoup de mal à parler, et par ailleurs j'avais l'impression qu'il était très heureux de notre silence, qu'il préférait ça d'une certaine façon. Puis un jour, après être resté agenouillé des heures sur l'une de ses peintures, Kensuke vint près de moi et me la donna. Elle représentait un arbre en fleurs. Son sourire disait tout. Pour toi, arbre japonais. Moi, japonais. À partir de ce jour, Kensuke me montra toutes ses peintures. C'étaient toutes des lavis en noir et blanc, représentant des orang-outans, des gibbons, des papillons, des dauphins, des oiseaux, des fruits. Je me sentis honoré de sa confiance. Dans la lumière mourante du jour, il s'asseyait à côté de moi et me veillait. J'avais l'impression qu'il me guérissait avec ses yeux. La nuit, je pensais souvent à ma mère et à mon père. J'aurais tellement voulu les revoir, leur faire savoir que j'étais vivant. Mais curieusement, ils ne me manquaient plus. Avec le temps, je retrouvai ma voix et je repris des forces. Dorénavant, je pouvais sortir avec Kensuke. Au début, je m'asseyais sur la plage avec Stella et je le regardais pêcher près du rivage avec son espèce de harpon. Il restait parfaitement immobile et frappait avec la rapidité de l'éclair. Puis un jour, il me fit mon propre harpon. Je pouvais aller pêcher avec lui. Il m'apprit où se trouvaient les plus gros poissons, comment rester aussi immobile qu'un héron et attendre patiemment, mon harpon juste au-dessus de l'eau, mon ombre derrière moi pour qu'elle n'effraie pas les poissons. Kensuke semblait connaître tous les arbres de la forêt. Il savait où poussaient les fruits, distinguer ceux qui étaient mûrs de ceux qui ne l'étaient pas, et savait quand ça valait la peine de grimper. Il montait sur des arbres qui semblaient inaccessibles, avec agilité, assurance et sans crainte. Il était toujours accompagné de sa famille d'orang-outans, qui nous suivait dans la forêt. Dès que Kensuke chantait, il venait. Il semblait presque hypnotisé par le son de sa voix. Pendant tout ce temps, je suppose que je devais déjà être sur l'île depuis plusieurs mois, Kensuke avait très peu parlé. Il avait beaucoup de mal à trouver quelques mots d'anglais. Les mots que nous échangions ne nous aidaient pas beaucoup à nous comprendre. Nous avions donc plutôt recours à des sourires, à des hochements de tête, à toutes sortes de signes. C'était tout juste assez pour se débrouiller. Mais je brûlais de découvrir tellement de choses. Que s'était-il passé pour qu'il se retrouve tout seul sur cette île? Depuis combien de temps était-il là? Comment s'était-il procuré toutes ces casseroles, tous ces pots, ces outils? Et le couteau qu'il portait toujours à la ceinture? Et pourquoi était-il si gentil avec moi à présent, si prévenant, alors qu'au début il avait clairement montré que ma présence l'indisposait? Mais dès que je me hasardais à poser de telles questions, il secouait simplement la tête et se détournait de moi comme un homme sourd. Je ne savais pas vraiment s'il ne comprenait pas ce que je voulais dire ou s'il ne voulait pas comprendre. Les questions, apparemment, étaient une intrusion. Je me résignais à attendre. Notre vie à tous les deux était toujours bien remplie et aussi régulière qu'une horloge. Debout à l'aube, nous descendions le chemin pour nous baigner dans un courant d'eau douce. C'était là que nous lavions nos draps et nos vêtements. Le petit déjeuner consistait en un jus de fruits dense et pulpeux, ainsi qu'en bananes ou en noix de coco. Nous passions le matin à pêcher près du rivage ou à cueillir des fruits dans la forêt. Parfois, après un orage, nous parcourions la plage à la recherche de coquillages pour sa peinture ou de bouts de bois rejetés par la mer, pour les ajouter à son tas de bois au fond de la caverne. Il y avait 2 tas, l'un pour faire du feu
et l'autre qui devait être réservé à ses travaux de menuiserie. Ensuite, nous rentrions déjeuner dans la maison caverne. Nous mangions du poisson cru et souvent le fruit de l'arbre à pain. Une petite sieste après le déjeuner pour tous les deux, puis Kensuke se mettait à sa table pour peindre. Quand le soir tombait, nous nous préparions une soupe de poisson sur le feu. Et pour finir, il y avait toujours des bananes rouges. Après le dîner, nous nous asseyions à l'entrée de la grotte et regardions le soleil se coucher dans la mer. Puis, sans un mot, il se levait. Chacun de nous s'inclinait profondément devant l'autre, puis Kensuke déroulait sa natte pour dormir, et je m'occupais de la mienne. J'aimais beaucoup voir Kensuke au travail. Il était si attentif, si concentré sur ce qu'il faisait. Mais le regarder peindre était plus extraordinaire encore. Au début, il me laissait seulement m'agenouiller à côté de lui et regarder. Il posait 3 soucoupes sur la table devant lui. Une soucoupe d'encre de poulpe, une soucoupe remplie d'eau et une autre où mélangeait l'encre et l'eau. Il tenait toujours son pinceau très fermement et très droit dans sa main, ses 4 doigts d'un côté, son pouce de l'autre. Il travaillait à genoux. Je le regardais des heures d'affilée, émerveillé par la délicatesse de son travail, par la sûreté de sa main. Un après-midi pluvieux, il sortit pour moi un coquillage, 3 soucoupes et un pinceau. Il prit grand plaisir à m'apprendre. J'avais toujours bien aimé le dessin, mais Kensuke m'apprit à l'aimer passionnément. Il m'apprit que, pour peindre ou pour dessiner, il fallait d'abord bien observer, déterminer la forme de l'image dans sa tête, et enfin la transmettre à son bras, jusqu'au bout du pinceau, puis jusqu'au coquillage. Il m'apprit tout cela sans jamais parler. Il me montrait simplement comment faire. Autour de moi, tout indiquait qu'il était un grand artisan. La maison caverne devait avoir été meublée entièrement par lui, à partir de bois d'épave, les paniers, les étagères, la table. Il avait également dû faire les tapis tissés, les panneaux de bambou, tout. Il avait aussi fabriqué ses pinceaux, et je découvris bientôt comment. Kensuke avait son orang-outan préféré, une grande femelle qu'il appelait Tomodachi, et qui venait souvent s'asseoir près de lui pour se laisser brosser. Un jour, Kensuke était en train de la brosser quand je le vis arracher d'un geste délibéré les poils les plus longs et les plus sombres du dos de Tomodachi. Il me les montra en souriant, avec un air de conspirateur. Sur le moment, je ne compris pas vraiment ce qu'il voulait en faire, mais un peu plus tard, je le vis devant son établi, couper et trier les poils, puis les tremper dans un peu de sève qu'il avait recueilli le matin même, couper un petit bout de bambou creux, puis le garnir de poils de Tomodachi. Le jour suivant, la sève avait séché et collé les poils du pinceau. Kensuke semblait toujours trouver le moyen de satisfaire tous ses besoins. Un jour, nous étions en train de peindre en silence. La pluie tombait à verse sur la forêt un peu plus bas, quand Kensuke s'arrêta, posa son pinceau et me dit tout doucement, sur un ton très mesuré, « J'apprends toi à peindre, Mika. Tu apprends moi parler anglais. Je veux parler anglais. » Ce fut le début d'une leçon d'anglais qui dura des mois. Tous les jours, du matin au soir, je lui traduisais le monde qui l'entourait en anglais. Je parlais sans arrêt et il répétait tous les mots, toutes les phrases qu'il voulait. Parfois, lorsque je disais un mot nouveau, je remarquais que son regard s'éclairait. Il le répétait sans cesse, savourant le son du mot avant de le mémoriser pour de bon. Et naturellement, plus il apprit de mots, plus il essaya de les associer les uns aux autres. Il commença par des mots isolés, puis passa à des tronçons de phrases, et enfin à de longues phrases complètes.
Sa prononciation, cependant, ne s'améliora jamais, malgré tous ses efforts. Michael était toujours Mika. parfois Mika-san. Désormais, nous pouvions enfin parler plus facilement ensemble. Le long silence dans lequel notre amitié s'était forgée n'avait jamais été une barrière entre nous, mais il nous avait limités. Un soir que nous étions assis à l'entrée de la caverne, Kensuke me dit « Tu vois maintenant si je comprends, Mika-san. Tu me racontes ton histoire, où tu habites, pourquoi toi venu sur mon île, depuis enfance jusqu'à maintenant. J'écoute. » Je lui racontai donc mon histoire. Je lui parlais de ma maison, de mes parents, de la briqueterie qui avait fermé, de mes parties de football avec Eddie et les Mudlarks. Je lui parlais de la Peggy Sue et de notre voyage autour du monde, de notre partie de foot au Brésil, des lions en Afrique et de la nuit où j'étais passé par-dessus bord. Très bien. Je comprends très bien, me dit-il quand j'eus fini. Toi, très loin de ta maison, Mika-san. Toi, très triste parfois, je vois. Alors je te fais content. Demain, nous allons pêcher. Et peut-être je te raconte mon histoire. Mon histoire, ton histoire, peut-être la même histoire. Maintenant. Le soleil avait brusquement disparu. Nous nous levâmes et nous nous inclinâmes l'un devant l'autre. « Oyasumi nasai » dit-il. « Bonne nuit » lui répondis-je. C'était le seul moment de la journée où il parlait japonais, alors qu'il chantait presque toujours en japonais. Le lendemain matin, il prit 2 cannes à pêche et un filet et me précéda dans la forêt. « Aujourd'hui, nous prenons gros poisson, Mika » déclara-t-il. Il nous emmena du côté de l'île où la mer m'avait rejeté bien des mois auparavant. Il fallut s'ouvrir un sentier dans la forêt, avant de rejoindre un chemin abrupt qui descendait jusqu'à une petite crique sablonneuse et cachée. Soudain, Kensuke me prit par le bras. « Regarde, Mika-san, que vois, toi ?» Ses yeux étaient pleins de malice. Je ne voyais pas ce que j'étais censé découvrir. « Rien, ici, n'est-ce pas? Moi, très malin. Regarde, je te montre. » Il se rendit à un bout de la plage et je le suivis. Une fois arrivé là, il se mit à tirer sur les broussailles et à les écarter. Tout d'abord, je vis quelque chose qui ressemblait à une bûche dans le sable. Mais ensuite, il repoussa encore des branches et je vis que c'était un bateau. Une embarcation en bois, une longue pirogue à balancier. Elle était recouverte d'une bâche que Kensuke retira tout doucement en riant dans sa barbe comme il savait le faire. Et là, au fond du bateau, à côté d'une longue rame, se trouvait mon ballon de football. Il alla le chercher et me le lança. Il était plus mou à présent et une grande partie de cuir blanc était râpée et décolorée, mais par endroits, je pus encore déceler le nom d'Eddie.